Anna Taylor, fondatrice de la Ladybug Foundation. Coucou, me revoilà. J'espère que tout le monde va bien depuis la fois dernière. C'est ma deuxième vidéo. Je vais essayer de corriger les défauts, donc parler un peu moins vite et aller un peu plus en profondeur dans les livres. C'est pas évident parce que trop parler d'un livre, ça peut aussi le déflorer. Donc je vais essayer de trouver un équilibre. Voilà, merci à la quarantaine de personnes qui ont regardé ma première vidéo. Donc ça, en fait, c'est les 40 personnes que je connais. Non, en fait, je connais pas autant de monde, en fait. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie de lire. Voilà, donc j'entame direct avec Anna Taylor, que je vous ai montré en entrée. Voilà, Anna Taylor. Alors, son livre, voilà. Anna Taylor est canadienne. Alors, c'est un petit livre. En fait, c'est un livre qui est destiné essentiellement aux enfants. Ça fait partie d'une collection qui s'appelle Young Heroes. Et ça parle des jeunes qui ont déjà des particularités, quoi, par exemple, ce sont des grandes âmes. Par exemple, Anna Taylor, comme les Indiens appellent Mahatma, une grande âme, c'est des personnes qui ne sont pas ordinaires. On en a connu, il y en a eu chez nous comme l'abbé Pierre, sœur Emmanuel, au Portugal, l'abbé Tonnière. Donc voilà, Anna Taylor actuellement a 18 ans. Donc là, elle a peut-être 11 ans sur la photo, je ne sais plus. Ce qui s'est passé, c'est quand elle avait 5 ans, elle se promenait avec sa mère en voiture dans les villes, dans la ville où elle habitait, et elle a vu quelqu'un qui fouillait dans une poubelle, et donc sa mère lui a expliqué que c'était un sans-abri qui cherchait à manger. Et pendant une année, elle a posé des questions à sa mère parce que ça l'avait beaucoup troublée. Puis au bout du compte, sa mère a suggéré à son institutrice qu'elle puisse en parler dans la classe. Bon, c'est ce qui s'est passé. En fait, ça a engendré le fait qu'Anna Taylor a commencé à parler à travers Canada. Elle a dû faire ça peut-être entre 9 et 11 ans, je ne sais plus, peut-être même 7 ans, enfin très très tôt. Donc elle a été invitée dans des écoles ou dans des établissements publics ou dans des soirées de charité pour parler des sans-abri. Donc elle a récolté des fonds, notamment elle vendait des petits pots de bébés de sa sœur, en fait, qu'elle peignait en rouge avec des petits points noirs pour symboliser la coccinelle. Ladybug, ça veut dire coccinelle. Et donc, elle a récolté des très grosses sommes d'argent. Et elle a pu finir par ouvrir un centre dans sa ville où elle accueille régulièrement donc, des sans-abri. Je vais vous montrer deux photos. Il y a une photo d'elle avec un des premiers sans-abri qu'elle a aidé. Voilà. Une autre photo avec le Premier ministre canadien et le ministre de la Santé canadien et avec son père, en fait. Voilà. Donc, oui, je crois que je vous l'ai dit, elle a 18 ans actuellement. Et il y a un petit film qui existe sur elle qui dure une petite demi-heure qui s'appelle L'histoire d'Anna, si ça vous intéresse. Parce que le livre, il n'est pas forcément facile à trouver et des fois, il est hors de prix. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus sur elle, vous pouvez regarder sa vidéo. C'est vraiment très émouvant de voir cette petite fille voilà, qui s'occupe de ces gens qui sont dans la rue. C'est assez étrange, quoi. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre au sujet d'Anna Taylor Je crois que c'est à peu près tout. Ah si, il y a un truc assez sympa, c'est que elle a une malformation cardiaque, elle a un petit trou dans le cœur. Alors elle dit que son trou dans le cœur, il existe parce qu'on ne s'occupe pas assez des sans-abri. C'est c'est vraiment émouvant. Donc voilà, je voulais aussi vous faire découvrir Anna Taylor. Comme j'ai dit dans ma première vidéo, c'est aussi pour partager des belles rencontres. Donc voilà, même si vous lisez pas le livre, il n'est pas indispensable. Mais enfin, c'est en anglais, mais c'est un anglais qui est simple. Moi, je suis pas du tout bilingue, j'ai compris à peu près de quoi ça parlait. Donc voilà, si vous voulez découvrir Anna Taylor, j'espère que je vous aurai donné envie. Ensuite, je voulais vous parler d'un livre qui s'appelle Le guerrier pacifique de Dan Millman. Alors, c'est un bouquin qui a une vingtaine d'années, ou même plus que ça, ouais. Alors, il doit avoir à peu près 30 ans. Euh, je l'ai lu à peu près à l'époque, un peu après qu'il soit sorti. À l'époque, j'étais en noir et blanc. Alors, c'est un livre de spiritualité. Donc, si c'est quelque chose qui vous pose question, ou même si vous connaissez bien ce domaine-là, je vous le conseille parce que pour moi, c'est vraiment une référence. C'est un livre que je lis régulièrement.
et à différents âges de ma vie, parce que je trouve des choses sur lesquelles je ne m'étais pas arrêté à peut-être 10 ou 20 ans, que je m'arrête maintenant parce que j'ai vécu, j'ai compris certaines choses. Donc c'est un très très beau livre. Ça parle de donc c'est romancé, hein, mais enfin ce qu'il y a aussi, c'est que ce livre, il concentre en fait que vous soyez chrétien, musulman, bouddhiste, quoi que ce soit, euh, ça peut vous intéresser. Ça se réclame de rien, et pour moi c'est vraiment la base de la spiritualité. En fait, c'est Dan Millman qui a peut-être à peine 20 ans à l'époque, qui va dans une station essence un soir, et il rencontre le pompiste qui travaille de nuit. Et en fait, il y a un lien qui se crée entre les deux. Et le pompiste, il l'appelle Socrate, parce qu'en fait, au fur et à mesure de leurs échanges, il fait penser à Socrate. Donc ce pompiste va lui transmettre, en fait, il va l'initier à un niveau spirituel, et donc apprendre un peu voilà, le sens de la vie, ce que c'est que la vie, comment est-ce qu'on devient un guerrier pacifique. Donc c'est un très très beau livre, c'est bourré d'humour. Euh, donc vraiment à lire si ça vous intéresse. Pareil, je vais vous lire un petit passage, enfin un petit, assez long, mais c'est vraiment pour vous donner une idée du livre, comme je l'ai dit dans la première vidéo. Voilà, donc il y a beaucoup de dialogues entre eux parce qu'il essaie de lui transmettre ce que lui il a compris de la vie. Euh, alors, donc là c'est Dan qui parle. Puis, à mon grand étonnement, Socrate prit un paquet de cigarettes et en alluma une. En parlant de fumer, dit-il, t'as jamais dit qu'il n'existe pas de mauvaises habitudes? Je n'en croyais pas mes yeux, ni mes oreilles. Ce n'est pas possible, pensai-je. Non, tu me l'as jamais dit, et j'ai fait d'énormes efforts pour modifier mes mauvaises habitudes selon tes recommandations. C'était pour développer ta volonté, vois-tu, et pour rafraîchir tes instincts. Toute habitude en elle-même, tout rituel automatique et inconscient est négative. Mais une activité spécifique, fumer, boire, prendre des drogues, manger des sucreries ou poser des questions stupides, n'est ni bonne ni mauvaise. Chaque action a son prix et ses plaisirs. En étant conscient des deux aspects, tu deviens réaliste et responsable de tes actions. Alors seulement tu disposes du libre choix du guerrier, faire ou ne pas faire. Tu connais le proverbe, lorsque tu es assis, sois assis, lorsque tu es debout, sois debout. Quoi que tu fasses, n'hésite pas. Une fois que tu as fait ton choix, agis totalement. Ne sois pas comme l'évangéliste qui songeait à prier lorsqu'il faisait l'amour à sa femme et pensait à faire l'amour avec sa femme lorsqu'il priait. Mieux vaut commettre une erreur avec toute la force de ton être que d'éviter soigneusement les erreurs avec un esprit tremblant. Être responsable signifie reconnaître aussi bien le plaisir que son prix, faire un choix fondé sur cette reconnaissance, puis vivre ce choix sans inquiétude. Et Dan lui dit, cela m'a l'air trop catégorique. Et la modération? La modération? Il sauta sur le bureau comme un évangéliste. La modération, c'est la médiocrité, la peur et la confusion déguisée. C'est la tromperie raisonnable du diable. C'est le compromis qui ne satisfait personne. La modération est pour les faibles et les peureux, pour ceux qui sont incapables de prendre une position. Elle est pour ceux qui ont peur de rire ou de pleurer, pour ceux qui ont peur de vivre ou de mourir. La modération, il inspira profondément, se préparant pour la condamnation finale, c'est du thé tiède, la boisson du diable. Voilà, donc ce livre est rempli de dialogues de ce type-là, mais vraiment avec beaucoup d'humour. Bon, il y a aussi une histoire, une petite romance avec une jeune femme qui rencontre, mais c'est vraiment un très très beau livre. Donc voilà, si vous voulez découvrir la spiritualité ou un livre que vous ne connaissez pas, que vous connaissez déjà un petit peu de domaine, offrez-vous. Vous le trouverez en livre de poche, je pense. Bon ben voilà pour Guerrier Pacifique. Euh, Maintenant, je voulais partager un DVD qui s'appelle Departures, avec mon accent anglo-vernien. Voilà. Alors, c'est un film avec Masahiro Motoki et Ryoko Hirosue. En fait, c'est un film d'une grande sensibilité et d'une grande pudeur. Alors, c'est pas un film où il se passe rien et où on s'ennuie, parce que des fois, il y a un cinéma asiatique où on attend. Moi, j'ai déjà vu un film où je me suis demandé s'il allait se passer quelque chose, et je me suis vraiment, vraiment ennuyé. Donc là, c'est assez difficile d'en parler aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup de pudeur dans ce film. Euh, alors, le scénario, c'est un jeune homme c'est un violoncelliste qui perd son emploi, et en fait, il est plus ou moins acculé à apprendre un métier qui est méprisé et puis pas reconnu au Japon, c'est de travailler dans les pompes funèbres en fait. Il répond à une annonce un peu par mégarde et vu qu'il est obligé de travailler, il finit par accepter ce métier. Et en fait, ce qu'il y a de très touchant dans ce film, c'est
la manière dont il s'occupe des corps quand il est, enfin, quand il les prépare à une cérémonie, c'est un truc que j'avais jamais vu. Et en fait, ça se fait devant la famille. Donc, il maquille le corps, il l'habille, et c'est d'une sensibilité assez extraordinaire. Donc, ça, c'est des passages du film qui m'ont beaucoup marqué. Donc, il y a aussi la relation avec son ami qui compte, et en fond, en fil rouge, il y a le lien à son père, en fait, hein, qu'il n'a pas vu depuis tout petit. Donc, il y a une sorte de réconciliation avec son père qui se passe dans le film, mais pareil, tout en finesse. Donc voilà, je vous dirai pas grand chose de plus sur le film, ça serait trop vous dire. Et puis je vous dis, c'est quand même beaucoup dans la manière dont c'est filmé et puis dans les rapports avec les personnages. C'est vraiment un très beau film donc je vous conseille fortement, Departures. Et je finirai avec un livre de Michel Vaujour qui s'appelle Ma plus belle évasion. Voilà. Qui existe en livre de poche maintenant. Alors les plus vieux d'entre nous se rappelleront de Michel Vaujour, ou au moins euh, d'un événement qui s'était passé à l'époque en 86. Il s'était évadé de la prison de la Santé en hélicoptère. À l'époque, ça avait eu un retentissement assez incroyable. Il avait réussi à rentrer en contact avec sa femme à l'extérieur, qui avait pris des cours d'hélicoptère et qui était venue le chercher. Donc évidemment, il en parle dans le livre. Michel Vaujour est resté 27 ans en prison et il a fait, je crois, 17 ans en isolement. Et durant ces 17 années, en fait, il n'a pas ouvert la bouche pendant 3 ans. Il parlait même pas aux surveillants. Enfin, c'est quelqu'un aussi, voilà, si je présente ce livre, c'est pas parce que c'est juste un bad boy qui a braqué des banques et voilà, c'est quelqu'un qui a eu un parcours intérieur aussi. Il est en prison, il a découvert le yoga en prison. C'était un moyen de survie pour lui. Donc il en parle aussi dans le livre. Donc c'est quelqu'un, c'est des gens en fait, j'espère que vous me passerez la vulgarité, mais c'est des types qui ont des couilles comme des montgolfières en fait, qui plient devant personne. Donc c'est un récit qui est assez impressionnant. Euh, donc évidemment, il s'est évadé 5 fois en, je sais plus, en quelques années. Donc en fait, les peines se sont cumulées parce qu'il avait encore plus de peines parce qu'il s'est évadé. Et quand il est sorti de prison il y a 10 ans, il a eu une remise de peine qui est assez rare je crois que c'est une dizaine d'années. J'arrive pas à retrouver ce que j'ai marqué. Mais voilà, il a eu 10 ans de remise de peine pour bonne conduite. Donc voilà, le livre parle évidemment des braquages qu'il a commis, voilà, de son parcours intérieur, de ses évasions. Alors ça a commencé banalement en fait, c'est quand il était jeune, en fait, il piquait des voitures qui étaient sur le bord qui étaient garées par des gens qui allaient prendre par exemple leurs cigarettes, qui laissaient tourner le moteur. Et en fait, il partait en boîte de nuit et puis il ramenait la voiture le lendemain, puis il l'abandonnait en fait. Donc c'était pas des gros délits. Et la première fois qu'il s'est fait arrêter, il n'avait pas le permis, il conduisait sans permis. Donc il y a eu des petites peines, mais comme il s'échappait, ça se cumulait. Donc après, il est rentré dans le grand banditisme. Enfin voilà, il y a tout un parcours comme ça où il s'est fait entraîner dans ce milieu-là. Mais c'est vraiment très impressionnant. Donc c'est un parcours qui est complètement hors norme. Donc je vais aussi vous en lire un passage assez long pour vous dire un peu ce qu'il a vécu. Voilà, donc là il parle, c'est lié au yoga en fait. Hein. Alors, en s'appliquant d'abord à l'environnement immédiat, le principe de l'ascèse m'amena tout naturellement au dépouillement intérieur. Là aussi, tout ce qui n'allait pas dans le sens de l'idéal d'être auquel j'aspirais, fut brûlé comme autant d'offrandes sur l'autel du Dieu liberté. Le silence et la solitude qu'il m'avait d'abord fallu endurer, puis apprivoiser, devinrent source de toutes les forces. Au silence de la cellule s'ajouta mon propre silence. L'exercice du contrôle du souffle sur lequel il s'appuyait m'accompagnait de l'éveil au sommeil. Et sur ce chemin, sans chemin, le yoga devint le cœur de mes jours et déborda sur tout. Il devint ma Bible, la référence absolue d'un univers de 9 mètres carrés. Bien au-delà de l'exercice visible des asanas, pranayama, méditation ou autre, tout devint prétexte à exercer la maîtrise de moi-même, à m'éduquer et me perfectionner en toute matière utile au challenge que je me proposais. Tout dans le quotidien du quartier de haute surveillance devint prétexte à exercer toujours plus la maîtrise acquise dans la voie à laquelle j'appartenais désormais entièrement. Ainsi, les tentatives des gardiens pour rompre mon silence paisible ne furent jamais qu'occasion supplémentaire à m'entraîner au jeu subtil du contrôle des émotions, et avec le temps, toute émotion réactive disparut. Ce détachement m'offrit une bulle sur laquelle le temps glissa sans que lieu, temps, gardien et aléas
ne puisse plus jamais en troubler la surface. La prison dans laquelle je m'étais enfermé était bien plus dure que tout ce qu'aurait pu m'imposer l'administration, mais je me l'étais choisi et rien ni personne ne pouvait plus m'y atteindre. J'étais libre. Voilà. Donc ça parle de ce parcours intérieur avec des scènes impressionnantes de braquage en même temps. Et pour finir avec Michel Vaujour, voilà, il a pris une balle dans la tête lors d'un dernier braquage et il s'est retrouvé hémiplégique. Et en fait, au moment où il a pris cette balle dans la tête, il a vécu une sorte de ce qu'en Inde on appelle une samadhi. En fait, les Indiens appellent ça une samadhi. C'est une sorte de fusion avec l'univers, en fait, où on prendrait conscience en fait, qu'on n'est qu'une cellule de cet univers. Bon, difficile à décrire aussi. Vous verrez si vous lisez le livre. Donc c'est vraiment un livre très impressionnant. Maintenant, Michel Vaujour a 65 ans et il a récupéré énormément sur son handicap en fait. Hein. Je crois qu'il est légèrement gêné du côté gauche. En fait, sinon il vit comme tout le monde. Voilà, mais je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire pour cette fois. Je voulais juste vous laisser avec la blague préférée de Michel Vaujour, qui est la suivante. Alors c'est un citron qui veut braquer une banque. Alors il rentre dans la banque et puis il dit plus un zeste, je suis pressé.